Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de difficultés scolaires et de solutions à ces difficultés scolaires. Et nous recevons aujourd'hui pour ce sujet Madame Sylviane Eugène. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, c'est pas par hasard que vous êtes ici. Je parlais de difficultés scolaires et de solutions et vous faites partie de ces solutions, non? Il semble. Oui, c'est mon quotidien. Alors, vous avez développé une pratique, je ne sais pas, un exercice, une méthode qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». Alors, apprendre à apprendre, c'est générique, c'est pas moi qui ai développé ça, mais sur l'apprendre à apprendre, j'ai développé ce que j'appelle SE, méthodologie scolaire, qui est l'apprendre à apprendre à ma propre sauce, entre guillemets. Alors, quelle est votre propre sauce? Dites-nous tout. Ma base, c'est la neuroéducation. Je suis neurobiologiste de formation, donc ma base, c'est enseigner les techniques d'apprentissage aux élèves. Les pratiques pédagogiques, j'en parle avec les enseignants parce que j'interviens aussi dans les écoles auprès des enseignants, mais qui respectent le fonctionnement naturel du cerveau. Ça, c'est apprendre à apprendre à partir de la neuroéducation. Ma propre sauce, c'est d'envelopper tout ça dans, je dirais, de l'humour, de l'écoute, pour sécuriser, donner confiance, donner envie, et qu'au-delà de la réussite dans l'apprentissage, il y a un vrai plaisir à apprendre. Alors, comment vous est venue cette vocation? Comment est venue cette vocation? Déjà, j'ai eu la chance que l'école est extrêmement facile pour moi. Donc, j'aimais beaucoup l'école. Depuis toute petite, j'aimais l'école. J'ai aimé étudier. J'ai fait des études. Je trouvais ça facile. Et je n'avais jamais rencontré l'échec scolaire, que ce soit personnellement ou même les difficultés ou dans mon entourage. Après, la vie a fait que les amis, les enfants des amis. Et puis, en 2014, je décide d'une reconversion professionnelle, après avoir quand même mûrement réfléchi. Et je me lance dans le apprendre à apprendre. Et plus je le fais, et plus j'aime ça, et plus ça me nourrit. Et voilà, et je m'alimente, et plus je suis heureuse, et plus je suis contente. Et puis c'est tellement chouette de voir les enfants comme ça évoluer, et les jeunes, que je dis, nous nous nourrissons mutuellement. Mais ça m'est venu vraiment, comment dire, entre-temps, j'ai travaillé dans l'informatique pendant longtemps. Et puis j'ai fait une parenthèse dans la formation pour adultes en entreprise. Et là, il s'avère qu'on me disait souvent que j'étais pédagogue, que j'arrivais à expliquer. Et j'avais une vraie volonté de transmettre ce que je connaissais. Voilà, la transmission. J'avais vraiment envie de transmettre. Et puis en échangeant comme ça, j'ai compris que c'était une valeur importante. Puis des adultes, je suis passée aux enfants des amis, du voisinage. Puis finalement, un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi pas en faire un métier? Et j'ai cherché comment faire un métier. J'ai eu une double activité jusqu'en 2019. Et puis, j'ai arrêté, je me suis lancée. Alors, j'ai eu la bonne idée de le faire juste avant un truc qui s'appelle le Covid. Mais ça, personne ne pouvait l'imaginer. Donc, j'ai passé Covid, confinement, reconfinement, déconfinement, grève. Mais qui a quand même soulevé pas mal de questions, ce confinement, au niveau de la transmission de l'éducation. Oui, avec tout ce qui était enseignement à distance, puisque je suis beaucoup moi-même intervenue à distance. Donc, ça a habitué à avoir des pratiques hybrides. Mais ça a malheureusement eu, et ça a malheureusement beaucoup de conséquences aujourd'hui sur le résultat des élèves. Il ne faut pas se masquer, il ne faut pas se cacher la vérité. Nous voyons au lieu de l'éducation, au sein de l'éducation, des difficultés, dont certaines sont des retards d'acquisition qui sont dus au fait qu'on n'a pas pu faire les programmes. Je pense notamment au premier degré, aux enfants qui n'ont pas pu avoir les heures de lecture, d'écriture, de calcul, et qu'il faut rattraper. Donc il y a des dispositifs qui sont mis dans les écoles pour ça. Et notamment le vôtre, qui permet d'accompagner ces élèves en difficulté. Lorsqu'on parle de jeunes, quelle tranche d'âge est concernée? Tout âge, en fait. Je dis jeune parce que c'est mon public privilégié, mais en réalité, je travaille du CP au post-bac et c'est ouvert. J'ai une mamie qui m'a appelée la semaine dernière. Principalement, ma cible privilégiée, c'est le collège et le lycée quand j'interviens dans les écoles. Mais ça, c'est pour des raisons de financement du premier degré. Il n'y a pas beaucoup de financement pour les intervenants extérieurs comme moi dans le premier degré. Mais à titre individuel, je commence au CP. Et je termine jusqu'au niveau des étudiants ou des adultes qui veulent reprendre en fait des formations. C'est très large. Et puis en 2022, donc l'année passée, vous êtes intervenu à peu près sur 300 personnes, c'est bien ça? En fait, j'interviens individuellement, mais j'interviens aussi beaucoup dans les établissements scolaires. Là, je travaille sur des groupes de 10 élèves à peu près. Les établissements vont me confier des élèves qui sont en difficulté. Donc ça peut être des élèves de tout niveau. Et je vais faire une sensibilisation générale à ce que c'est que le fonctionnement cérébral pendant l'apprentissage à des classes entières. Et après, les enseignants me confient une dizaine d'élèves à peu près en difficulté, où là, on va travailler vraiment comment apprendre, comment faire attention, comment mémoriser. Et comme je suis intervenue pas mal individuellement et dans les écoles, quand j'ai calculé, ça me faisait à peu près 500, 550 enfants que j'avais vus. Alors, on parle de coach scolaire, mais attention, ce n'est pas de l'aide aux devoirs. Non.
c'est bien apprendre, avoir des méthodes. Vous pourriez peut-être nous donner des exemples pour qu'on comprenne Oui. un petit peu votre fonction et puis les outils que vous mettez à disposition de ces élèves. Mais par exemple, je vais travailler comme apprendre une leçon longue. Alors souvent, une des matières qui est considérée comme les plus difficiles par les élèves, c'est l'histoire. Il y a énormément de choses à apprendre en D'accord. histoire et en plus, c'est une matière qui n'a pas beaucoup de sens pour eux. Et donc, du coup, je vais travailler comment on fait pour apprendre une leçon longue. Des élèves qui sont en difficulté mathématique, je vais regarder comment ils travaillent, parce que souvent, ils ne font que des exercices et ils ne vont pas dans le contenu théorique. Donc, en échangeant avec eux, j'arrive à les amener à réaliser que c'est important d'apprendre le contenu théorique. Donc, déjà, c'est qu'est-ce que j'apprends dans une leçon. Et puis ensuite, comment je fais pour m'approprier ce contenu-là. Comment je vais faire après pour m'entraîner. Quel type d'exercice je vais faire. Comment je fais pour savoir que je sais. À quel moment je travaille? Est-ce que je travaille régulièrement? Est-ce que je travaille juste avant le contrôle? Juste avant le contrôle, il ne faut pas faire ça. Enfin, voilà, donc c'est vraiment comment je reste concentrée. Comment je reste concentrée? Tout le monde s'arrache les cheveux sur les écrans. Alors, évidemment, moi aussi, hein, sauf que j'ai arrêté de m'arracher les miens. Et c'est beaucoup d'explications. Il faut prendre le temps d'éduquer sur l'utilisation des écrans en expliquant le fonctionnement du cerveau attentif. Et le fait d'apprendre, d'expliquer comment fonctionne un cerveau quand il veut faire attention, d'expliquer par des jeux, par des vidéos sympathiques, par des explications, par des situations de tous les jours, que le cerveau n'est pas multitâche. Et qu'en plus, le cerveau il aime bien ce qui lui fait plaisir tout de suite les élèves comprennent que Oui, les c'est plus écrans... ludique et puis ça ne vient pas des parents. Donc forcément, Ça vient quand pas ça des vient de parents, et l'extérieur... puis aussi, non seulement ça vient pas des parents, mais il y a des explications. C'est vraiment le corps, c'est notre organique, c'est le cerveau qui veut ça. C'est ton cerveau, c'est le mien, et c'est celui de tous les individus sur Terre. Il y a un fonctionnement qu'il faut connaître, mais qui est complètement ignoré parce qu'on ne l'enseigne pas. C'est-à-dire que nous demandons aux enfants d'entrer en classe en supposant qu'ils savent apprendre, ce qui n'est pas enseigné, et en ne leur expliquant jamais comment le faire, et en ne leur expliquant jamais le fonctionnement de cet outil dont ils ont besoin. Alors, face à ces difficultés, beaucoup vont être désespérés. Il faut dire, il y a une véritable souffrance, des fois, à l'école, de personnes qui veulent apprendre et qui n'y arrivent pas. Ça ne s'imprime pas, ils n'arrivent pas à rester concentrés, ce qui peut entraîner une perte de l'estime de soi. Vous êtes aussi là dans l'accompagnement du lien humain, forcément. Ah oui, il y a beaucoup d'humains. Vous devez avoir des d'humains. confidences, des fois. Comment vous savez ça? J'appelle mon bureau le confessionnal. Oui, parce qu'il s'agit d'abord d'établir une relation de confiance, de faire comprendre que je ne suis pas là pour juger. La première chose que je dis, à mon bureau, je ne vois que des mauvaises notes et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe et comment nous allons faire ensemble pour que tu puisses progresser et avoir le résultat que tu as envie d'avoir, pas celui que tes parents ont envie d'avoir, de te voir avoir, c'est celui que toi, tu as envie d'avoir, pour faire le métier que toi, tu as envie d'avoir. Et dans mon bureau, tous les rêves sont permis. Et il y a une responsabilisation de l'individu, de l'élève. Oui. Et vous faites le lien avec les parents, parce que les parents aussi, des fois, se posent des questions, ne comprennent pas, ont l'impression d'avoir tout fait, et peuvent avoir cette souffrance aussi en eux. Ah oui, j'entends toujours ça. Donc, c'est déculpabiliser pour expliquer que c'est un métier, ce que je fais. Donc, derrière, il y a beaucoup de formations, beaucoup de séminaires et beaucoup de travail. C'est pas la même chose que d'être parent. Être parent, c'est pas être enseignant, c'est pas être coach scolaire, c'est être parent. Donc, c'est pas savoir tout faire. Donc, c'est pas parce que j'ai pas réussi à apprendre à lire, à écrire, ou que mon enfant n'est pas bon en maths, en histoire géo, en français ou en sport, que j'ai raté mon rôle de parent. Ce sont des choses différentes. Donc, je leur explique. D'ailleurs, ils aussi prennent des explications sur le fonctionnement cérébral. Je leur explique ce qui crée des difficultés. Et puis après, je leur demande de changer leur façon d'accompagner. Parce qu'il y a aussi un changement à faire au niveau des parents. Avec les petits, ils sont encore très présents, donc on va changer la façon d'accompagner. Avec les plus grands, il va s'agir de petit à petit de les faire sortir de la sphère d'accompagnement parce que leur enfant doit devenir autonome. Et au bout de combien de temps on voit une progression? J'imagine que ça dépend des élèves, c'est très personnel. Mais quand quelqu'un vient vous voir, les parents, vous leur dites qu'il faudra 5, 6 séances, une dizaine. J'ai un premier rendez-vous qui est un bilan. Et après ce bilan, hors spécificité, en général, je fais en moyenne 6 séances. Je dis bien en moyenne. Je peux m'arriver d'en avoir moins, il peut m'arriver d'en avoir plus. Mais si j'en ai plus, il y a obligatoirement déjà des progrès qui se sont produits dans certaines matières, des attitudes qui changent. Il y a le déclic. Oui. 2-3 séances après mon premier rendez-vous, ce que j'attends, c'est un déclic. S'il n'arrive pas, je vais parler pour comprendre ce qui se passe. Okay. Parce que j'ai besoin rapidement qu'il y ait un changement de posture. Oui, vous avez une boîte à outils et vous essayez des outils. Et vous voyez si ça fonctionne et vous personnalisez, c'est bien ça? J'ai une boîte à outils qui est basée principalement sur les neurosciences et sur une pédagogie qui s'appelle la gestion mentale, qui me permet de décoder très finement comment je fais dans ma tête pour que telle information puisse y rester. C'est assez technique.
Et puis autour de ça, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, mais ça c'est spontané. Je reste très ouverte et très sensible à ce qui se véhicule émotionnellement, parce qu'en fait, c'est le levier le plus puissant, c'est pas la technique. C'est l'émotion qui va être véhiculée au moment de l'apprentissage. Si l'émotion est positive, mon cerveau est en capacité d'apprendre. Si l'émotion est négative, je vais bloquer mes capacités d'apprentissage. Donc il est important que ce soit à mon bureau, que ce soit dans les écoles, nous établissions une vraie complicité, parce que nous avons un objectif commun, c'est que l'élève ou les élèves que j'ai en face de moi progressent avec une foi sans limite que j'ai dans leur capacité. Je n'ai aucun doute sur leur capacité. Et ça, je pense qu'ils le sentent parce que je ne m'en rendais pas compte, mais les parents me le disent, les élèves me le disent, les personnes qui parlent autour de moi parlent de ma passion, comme vous me disiez tout à l'heure, et de cette chose-là qui fait que ça va donner envie à l'enfant d'y aller parce que vous croyez en lui. Oui, vous insufflez de l'optimisme Oui. et de dire c'est encore possible. Et justement, votre empathie, vous parliez d'empathie et de patience, vous l'avez mis au service des publics 10. Oui, je les ai mis, c'est trait de caractère, on dirait, au service des élèves qui sont en difficulté et notamment des troubles d'apprentissage. C'est-à-dire que... Comme la dyslexie, par exemple. Voilà, je me suis intéressée aux troubles d'apprentissage parce que j'en ai rencontré au fur et à mesure de mon travail et je voyais bien à quel point les enfants et les parents étaient complètement perdus. Il y avait vraiment du désespoir. D'ailleurs, depuis que je me suis spécialisée là-dedans, la boîte de mouchoirs, j'ai des mouchoirs au début. Après, j'ai fait toujours le pari à la fin. J'ai des émoticônes en fait, et qu'on colle, et je demande à l'élève, au début, tu me dis comment tu rentres. Alors souvent, c'est triste, et comment tu repars. Et c'est souvent comme ça. Et je laisse pas un enfant partir sans qu'il y ait un sourire qui soit revenu. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Après, quand on rentre dans des choses un peu plus compliquées, tu n'as pas travaillé, etc., et que j'ai affaire à des plus grands, là, je peux ne pas être contente et dire, bon, là, par contre, tu as exagéré. Mais les premiers rendez-vous, il faut vraiment que l'enfant ou le jeune soit rassuré sur ce qui va se passer. Et dans les troubles d'apprentissage, c'est encore plus important parce que ce sont des enfants qui sont très vite conscients de leurs difficultés et qui n'ont pas toujours des solutions apportées qui vont leur permettre de profiter de leurs capacités intellectuelles qui sont préservées. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un gros sentiment d'incapacité, d'impuissance, de frustration aussi, de désespoir, parfois de manque de confiance en soi, de dévalorisation et d'incompréhension de ce qui se passe. Alors vous travaillez en partenariat aussi avec d'autres professionnels, vous êtes complémentaires. C'est ça, c'est-à-dire que je vais toujours veiller à ce que la rééducation ait lieu en premier. Il faut une rééducation, c'est prioritaire, c'est fondamental, parce qu'il va s'agir en fait de permettre à des zones qui se sont mal développées au niveau de la grossesse, des zones cérébrales, qui se sont mal développées pendant la grossesse, d'y parvenir. Et la rééducation va permettre de récupérer plus ou moins les fonctions qui sont déficitaires. La lecture pour les dyslexiques, l'orthographe pour les dysorthographiques, l'écriture pour les dysgraphiques, etc. Donc, dans mon premier rendez-vous, je vais m'assurer, avant de parler d'école, je demande aux parents d'amener les bilans professionnels et je leur explique de quoi il s'agit, parce que souvent le jargon reste un jargon. Donc j'explique très simplement de quoi il s'agit et j'explique aux enfants ce qui leur arrive, pour les rassurer sur leur intelligence et leur expliquer pourquoi il y a la rééducation, pourquoi ils n'y arrivent pas et pourquoi, en mettant en place certaines mesures, ils vont y parvenir et que j'en suis certaine. Et dans le temps, vous avez un retour, des mois après, de gens qui vous disent, bah voilà, j'ai atteint tel projet, tel but scolaire ou même professionnel? Eh bien, oui, il y a quelque temps, j'avais une maman, j'avais suivi un dyspraxique et c'était un des premiers élèves avec des troubles d'apprentissage que je suivais comme ça. Et c'était marrant parce que pour la troisième, pour DNB, elle m'a envoyé un message. Ben voilà, il s'appelle Mike et Mike, ben voilà, il a eu le DNB avec mention. Je ne sais plus quel terme elle m'a envoyé. En tout cas, il avait bien eu son DNB alors qu'il est un élève qui est dyspraxique et qui avait de très grandes difficultés et qui, au moment de l'adolescence, passait par des colères et commençait à être en confrontation avec les enseignants. Parce qu'il faut savoir que j'interviens aussi pour aider les parents à entrer en lien avec les écoles, faire des courriers, proposer aussi d'échanger avec les enseignants si c'est besoin, pour permettre d'établir un discours constructif et qu'il y ait une collaboration, parce qu'il y a des préconisations des professionnels à mettre en place dans les écoles. C'est pas tout le temps compris, c'est pas tout le temps fait. Donc des fois, on a deux camps, parce que les enseignants ont énormément de travail, ils ont beaucoup d'élèves, ils ne sont pas tout le temps spécialement très bien informés et formés sur les troubles d'apprentissage. Et les parents, ben, ils ont leur désespoir, la souffrance de leurs enfants, leur impatience. Et j'essaie de faire le lien, oui,
en étant pédagogue avec les deux parties, en expliquant à chaque partie les difficultés de l'autre. Et pour retrouver l'ensemble de ces informations que vous venez de citer, vous avez les réseaux sociaux ? Oui. Si on a envie de creuser la question ou venir communiquer, échanger avec vous, je donne votre Facebook qui est sylviane.eugène972 ainsi que le mail s.eugène@méthodologie-scolaire.com. Oui, et j'ai un site méthodologie-scolaire.com. Et dessus, on peut vous joindre, vous appeler, prendre une séance individuelle ou pour un établissement scolaire, vous proposer de venir intervenir dans une classe. Et il n'y a pas de limite d'âge. Exact. Il n'y a pas de limite d'âge parce que ce sont des compétences qu'on va garder toute la vie. C'est important de le dire. Il ne faut pas rester bloqué. C'est possible. C'est le domaine des possibles. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sylviane Eugène d'être venue parmi nous. J'espère que vous aurez plein d'autres projets et surtout des suivis de réussite à venir nous conter une prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.